France Maghreb 2. La bienvenue à vous sur France Maghreb 2 pour le grand forum et ravi de terminer cette semaine en votre compagnie à la une. Sur Twitter, Meyer Habib a insulté 3 députés de Petite Conne. Doit-il être sanctionné pour ses propos? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. C'est la question d'ailleurs que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Pour m'accompagner aujourd'hui, Abdeslam Itache et Tarek Mami. Islam en France, retour sur le discours prononcé sur le séparatisme cette semaine par Emmanuel Macron à Mulhouse. Macron veut-il sauver le CFCM? On en reparlera tout à l'heure. Municipal 2020, invité Marcel Campion, auteur du livre Le Paris du bon sens, tête de liste du mouvement Libérons Paris, ainsi que Karim Bretel qui est tête de liste de Libérons Paris dans le 17e arrondissement de Paris. Et en fin d'émission, le quiz pour terminer cette émission du Grand Forum. Ravi de vous retrouver en ce vendredi sur France Maghreb 2, en ce 21 février. Bienvenue sur France Maghreb 2, évidemment, pour m'accompagner aujourd'hui jusqu'à 18h. Il est fidèle au poste, comme tous les vendredis, parce que le vendredi, c'est évidemment Mamie. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Accompagné aujourd'hui de celui qui a presque toutes les réponses parfois au quiz, du moins un temps. Abdeslam Itache, bonjour. Quand c'était l'éphéméride. Bonjour pendant un temps. Bonjour aux auditeurs et auditrices et bonjour à Tarek. Quand c'était l'éphéméride, et pour une fois vendredi, c'est Itache, ça colle pas. Ça colle avec 15 jours Itache d'ailleurs. Ouais, non, comment on va faire? C'est tous les jours mon jour. Voilà, c'est ça. Et s'en sort bien. Ça va? Comment se passe ta campagne, mon Abdeslam? Ça y est, on a sorti les sauts de merde. Pardon pour l'expression. Oui, ça oui. Elle est en rapport avec la situation. Bon, d'accord. Bon courage. Merci. Dernière semaine d'ailleurs des chroniqueurs candidats. Après, ils ne pourront plus être chroniqueurs. Donc, on pourra venir, nous, beaucoup plus que voilà, Abdeslam, Philippe. C'est qui les 50? C'est pas grave. Nasser, Emmanuel, Dionor. Et Sabrina. Et Sabrina, pas Céline. Ouais, non, Céline n'avait pas candidate. Voilà. Donc, évidemment, les candidats du LGF passeront leur entretien comme les autres. Mais la dernière semaine, voilà, c'est le petit supplément, le luxe qu'on leur offre. Est-ce qu'ils auront les mêmes questions que tout le monde? Ah, évidemment. Donc, ils les connaissent d'avance, quoi. On va s'appuyer sur le programme et on leur demandera pourquoi il faut voter un tel. Justement, à ce propos, on recevra tout à l'heure Marcel Campion. C'est pas un tout jeune, Marcel Campion. Il a 80 balais quand même. Ah oui? Ah oui, quand même. Accompagné de Karim Bretel, qui est également tête de liste dans le 17e. Qui est un plus jeune. Un peu plus jeune. Ouais. Pour le mouvement Libérons Paris. Voilà. Il veut libérer Paris. Alors, il a de sacrées propositions. On lui posera la question. Marcel Campion. Pourquoi il n'est pas sur la liste Hidalgo? Si vous voulez l'énerver direct, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Il faut faire très attention. Justement, c'est pour qu'il se lâche et qu'il nous donne tout, quoi. Oui, il va tout nous donner, ça, on y compte bien. Bon, alors aujourd'hui, pour commencer ce sujet à la une, et pour ce faire, direction l'Assemblée nationale, il y a encore un député qui se fait remarquer. Rappeler que derrière le symbole, il y a la pulsion. Et c'est pour ça que, évidemment, j'ai tweeté, j'ai le droit de tweeter, parce que c'était sur l'air de « à cause des garçons », et j'ai coté « oui, à cause des petites connes », parce que c'est bien le minimum qu'on puisse... Monsieur le député. Voilà. Mais c'est marrant, c'est scandaleux ce que vous faites. Nous savons ici que M. Meyer Habib ne pratique pas l'humour, mais la caricature en permanence et l'insulte. Et donc je maintiens mes propos. Traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant. Quant à ce que nous avons fait, M. Meyer Habib, calmez-vous. Prenez un petit peu de camomille, ça vous fera du bien. Quant à ce que nous avons fait avec ma collègue Elsa Fossillon, et nous pourrions le refaire en effet. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons parodié. Nous avons contesté, c'est un droit démocratique fondamental que peuvent exercer les citoyennes et les citoyens et que peuvent exercer les élus dans leurs fonctions. Parce que oui, nos fonctions, c'est de défendre ici nos idées et d'être, s'il le faut, dans des manifestations pour dire quelles sont nos convictions. Et quand nous contestons, nous pouvons le faire avec de la joie, de la bonne humeur et un esprit critique qui, me semble-t-il, est un des éléments phares de toute démocratie qui se respecte. Alors je regrette que M. Meyer Habib ne trouve rien d'autre à faire que d'insulter une nouvelle fois. Et M. Meyer Habib, j'aimerais bien un jour que vous soyez là pour débattre du fond. J'aimerais bien que nous débattions en effet du fond, sans injures, sans insultes et sans sexisme. Mais je pense que ça vous demanderait un effort qui est hors de votre portée. Chers collègues, vous faites honte à la République par vos propos. Vous n'acceptez pas que des mobilisations
existe auprès de l'Assemblée, dans la joie et la bonne humeur. Vous n'acceptez pas que des femmes se lèvent pour dire ce qu'elles pensent. Vous les rabaissez par vos propos sexistes et vulgaires. Et je peux vous dire, monsieur, que votre comportement donne à voir aussi de votre pensée politique. Pas très grande. Je voudrais dire d'abord à notre collègue Habib qu'il vient d'inventer en quelque sorte le délit de lynchage symbolique. Collègue, la satire, la caricature, ça existe. Et parce que contrairement à vous, nous sommes des républicains convaincus et conséquents, nous sommes opposés à la violence en politique. Et effectivement, oui, nous l'avons toujours été, nous l'avons toujours dit. Et danser autour d'une marionnette ou faire une chorégraphie, ça a d'abord une portée symbolique. En revanche, traiter les parlementaires de petites connes, ça n'a plus une portée symbolique. C'est une insulte et c'est intolérable. C'est vous qui faites honte à la République. Je demande une suspension de séance tant que le collègue Habib n'aura pas présenté des excuses pour avoir insulté les parlementaires. Eh ben, ils peuvent attendre encore longtemps parce que les excuses sont pas venues, évidemment, de Meyer Habib, donc qui s'est une nouvelle fois illustré à l'Assemblée nationale. Alors, on va replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Effectivement, il s'agit de 3 députés, Elsa Fossillon, Manon Aubry et Clémentine Autain, ainsi que une sénatrice, Esther Benbassa, qui ont effectivement parodié devant l'Assemblée nationale, devant une marionnette de Macron, à cause de Macron, reprenant ainsi une chanson que les plus anciens connaissent. Et ainsi, à cause des garçons, et donc c'était à cause de Macron. Et lui, il a dit à cause des petites connes. Donc voilà, c'est l'insulte donc de Meyer Habib sur Twitter. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être sanctionnée? Au bout d'un moment, ça commence à suffire. Et j'ai remarqué une chose en écoutant Meyer Habib, vous n'avez pas remarqué, il a du mal à terminer ses phrases. Il se met dans un état tel, dans une transe totale, qu'il a du mal à terminer ses phrases. Il bégaye, il tremble. Et il me rappelle quelqu'un d'autre que vous devinerez, mais dont je ne donnerai pas le nom. Oui, en tout cas, voilà, on se demande par qui il a été élu, quoi. Meyer Habib, c'est quand même catastrophique. Alors, Abdeslamita, je sais, pour deviner que les filles qui sont victimes des insultes de Meyer Habib sont pas de ton bord politique, mais quand même. Ah non, mais je suis totalement solidaire de ces élus. Il est indigne de tenir de tels propos vulgaires, et là je reprends l'expression qui a été employée par Marie-Georges Buffet, que j'ai mis dans l'opposition il y a quelques années, mais je suis totalement de son avis sur ce point-là. C'est purement scandaleux, et d'ailleurs moi je me pose une question, que fait un député de la Knesset au Palais Bourbon? Je sais pas. Enfin bon, le fait est que je puisse entendre que cette parodie de lynchage puisse être gênante, mais on peut le dire de façon élégante et pas se permettre ce type de propos à cause des petites connes. C'est vraiment sexiste. S'il voulait faire de l'humour, il aurait pu dire. Mais pour faire de l'humour, faut en avoir. Il faut avoir du talent pour faire de l'humour. Ça ne s'invente pas. Esther Benbassa, quand même. Oui, non, mais en plus, vous dites que, Christophe, tu dis qu'il n'arrive pas à finir ses phrases. Oui, c'est vrai. Mais quand on est animé par la haine comme ça et qu'on se met à aboyer, comment tu veux terminer une phrase? Mais c'est juste scandaleux. Être dans l'hémicycle et entendre ce type de propos, mais c'est juste insupportable. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit être sanctionné? Il doit être sanctionné. De quelle manière? Il a fait un autre tweet où il dit que ces élus sont indignes de porter l'écharpe. Qui est-il pour se permettre de porter ce jugement-là, puisque ces femmes ont été élues par le peuple dans leurs circonscriptions respectives? Donc qui est-il, lui, pour se permettre de dire qu'elles sont indignes de porter l'écharpe? Oui, Tariq Mami, est-ce qu'il peut, vous connaissez évidemment l'exercice de l'Assemblée nationale, Tariq, est-ce qu'il doit être sanctionné? De quelle manière ça peut se faire? Alors, dans le règlement intérieur, on a toujours des choses pour sanctionner. Vous savez très bien qu'on a sanctionné un député LFI quand il est venu porteur d'un débardeur ou d'un pull avec une marque. Oui, avec Donc, j'allais dire l'abus. C'est même pas la bêtise pour Ruffin, mais je veux dire, quand quelqu'un sort du cadre de la courtoisie républicaine et du respect des règles de fonctionnement, bien sûr que le président, que la commission de sanction qui sanctionne peut, je veux dire, on peut. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, ce genre de choses est sanctionné financièrement. On peut rappeler que c'est un député UDI. Oui, non mais UDI. Alors quand on voit qu'est-ce qu'il y a dans les UDI comme député, c'est tous les. D'ailleurs, un parti qui est rattrapé
frappé par les histoires. Hein. Vous avez vu un petit peu les. Oui. Jean-Christophe Lagarde. Alors, je reste sur l'essentiel. Dans beaucoup de pays, la sanction est financière. Ouais. Et comme il y a beaucoup de gens qui tiennent à leur argent, à leur salaire, ils évitent pour ne pas perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas assez de courage de dire ce qu'ils ont à dire et de perdre de l'argent. Et donc je pense que ça, en tout cas, ça mérite réflexion et ça mérite sanction. Je veux dire, en plus, est-ce qu'il peut être sanctionné? Voilà. Est-ce que le règlement le stipule? Quelque part, oui. Oui. On ira chercher les les attachés parlementaires que nous connaissons. Nous poserons plus précisément la pièce, sinon j'irai lire le règlement intérieur. Et il y a toujours de quoi faire dans un règlement en l'interprétant. Mais est-ce que la question, cher Christophe, si vous permettez, moi je la poserai autrement. Est-ce que le président de l'Assemblée et la commission donc de discipline aura le courage de sanctionner M. Meyer Habib ou pas? La question, elle est là. Est-ce qu'ils ont le courage de le faire? Ouais. Ah oui, c'est vu sous un autre angle, pardon. Quand on a le courage, ouais, on trouve les moyens juridiques. Si tu nous demandes s'il faut le sanctionner, la réponse est oui. Oui. Si on peut 83% des auditeurs le pensent aussi. Oui, mais si on peut le sanctionner, ça c'est une autre question. C'est du courage politique. Oui, ça sera au président de l'Assemblée nationale d'en décider. Et vous répondez à cette question évidemment. Est-ce qu'il doit être sanctionné? Eh bien, sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, et vous êtes évidemment en grande majorité à le penser, quoi qu'il en soit. Bon, alors c'est vrai, on peut peut-être trouver ça un petit peu hors de contexte, le fait de quand on est député, comme ces femmes en question, d'aller devant l'Assemblée nationale chanter et parodier, etc. On peut tout contester. On peut tout contester. Sauf que de l'autre côté, on peut tout critiquer, mais en restant dans ce qu'on appelle la courtoisie républicaine. Voilà. Oui. Et est-ce que cette phrase est de la courtoisie républicaine? Je disais tout à l'heure, si elle avait un minimum de culture et d'humour, il dit comme elles ont dit à cause des garçons, j'écris à cause des filles. Et puis personne ne conteste. Ouais. Mais à partir du moment, c'est quoi un député qui parle de connes de ses collègues? Il est qui, lui, pour faire des jugements de valeur sur la qualité de ses collègues hommes ou femmes? C'est pas sa première attaque. Il avait déjà accusé tout le groupe de la FI d'être antisémite. Il a déjà accusé tout. Il a accusé tout. On a l'accusation. Il a accusé tous ceux qui n'allaient pas voter. Ouais. Pour la fameuse résolution antisémite égale antisioniste et l'inverse, qui sont tous antisémites. Ouais. Il a même critiqué le président Macron avec tout ce que le président Macron fait, y compris au dîner des CRIF. Donc c'est un type, j'allais dire, qui mériterait... Je ne sais pas qui a dit... je vais essayer de me rappeler tout à l'heure, mais oui, c'est ça me revient. Christophe, hier j'écoutais, malgré moi, j'ai reçu un bout de vidéo, et c'était, comment il s'appelle, Asselineau, qui traite Macron de malade mental qui relève de la psychiatrie. Donc moi, j'enlève le mot Asselineau, je mets le mot Habib, j'enlève le mot Macron, je mets le mot l'Assemblée nationale qui vote pas pour la résolution, et vous avez la phrase. Ouais. Saïd est avec nous au standard 01 40 33 9000 parce que vous avez aussi votre avis à nous donner et il nous intéresse, bien entendu. Saïd, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Moi, j'interviens concernant le sujet de la sanction. Moi, je trouve que la sanction est déjà là, parce que ceux qui sont sanctionnés d'avance, ce sont les gens qui ont voté par ce genre de comportement. Vu sous cet angle. Le niveau, il n'est pas là, quoi. Oui, les gens sont... précisons. On va préciser que c'est un député des Français de l'étranger qui habite dans la région d'Israël. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est un ami de Netanyahou. Hein. Oui, donc ce sont les électeurs français qui résident dans une partie du Moyen-Orient, notamment Israël, et les habitants et les Français de la région sont majoritairement installés en Israël, comme pour une autre zone, la majorité est installée au Maroc. Et donc, en définitive, c'est cette quantité qui décide des choix des députés. Oui, ils sont élus avec pas beaucoup de voix d'ailleurs. Oui. Ouais, généralement. Voilà, Saïd. Ok, merci, bon week-end. Pareillement, cher Saïd, merci beaucoup. Merci, 01 40 33 9000, en tout cas, voilà, vous continuez de voter, bien entendu, pour savoir si il doit être sanctionné. Est-ce qu'il le sera? C'est une autre chose que l'on verra et que l'on ne manquera pas, en tout cas, de vous relayer ici, sur France Maghreb 2. On va aussi passer à une autre actualité qui a été attendu, j'ai envie de dire, ce fameux discours sur nouveau mot inventé par Emmanuel Macron, le séparatisme islamiste. C'était à Mulhouse. Alors ce qui est marrant, Tarek, c'était à Mulhouse, là où le Concordat est
Et de rigueur. Et de rigueur depuis. Alors, le concordat pour les auditeurs de France Maghreb 2 a eu lieu à 2 reprises. La première fois en 1801. Et là, après 1801, en 1870, les Allemands ont occupé cette région. L'Alsace et la Lorraine qui avaient été rendues à la France. Et comme elle a été rendue après la Deuxième Guerre mondiale, alors dans les discussions... Elle n'était pas concernée par la loi. Non, c'est pas qu'elle n'était pas concernée, c'est que dans les négociations, comme il y avait encore des habitants allemands et tout ça, dans la négociation, les Allemands ont obtenu que l'Alsace et Lorraine ne soient pas concernés par la loi de 1905, puisque la récupération... Elle ne pouvait pas l'être parce qu'à l'époque, ce territoire Alsace et Lorraine n'était pas français. Oui, mais sauf qu'en 1918, quand vous récupérez votre territoire, vous pouvez faire ce que vous voulez en République. Sauf que la loi, lorsqu'elle est promulguée, cette partie-là n'est pas concernée en fait. Et alors, ensuite, le concordat a été décidé après pour justement... Non. Alors le concordat a été établi en 1801. Dans l'intervalle, le territoire a été colonisé par les Allemands. Les Français, quand ils l'ont récupéré après la guerre de 1918, n'ont pas voulu, parce qu'il suffisait d'un décret d'application. C'est la France. C'est tout. Donc c'est une des 3 aberrations de l'application de la loi de 1905, c'est Abdessalem, parce que la loi de 1905, elle est adoptée pour toute la France et tous les territoires français, sauf qu'elle n'est pas appliquée en Alsace-Lorraine, et sauf qu'elle n'a jamais été appliquée en Algérie, malgré un décret du 27 septembre 1900, en tout cas 2 ans après, pour des raisons politiques et pas pour des raisons judiciaires. Alors, je ne remets pas en doute et je ne remets pas en cause vos propos, mais je vous présenterai moi des textes, des choses qui ont été décidées il y a très très longtemps et qui en fait font toujours vigueur aujourd'hui, même si on est passé dans mais c'est pas le sujet, monsieur, pardon. C'est pas le sujet. C'est important quand même de savoir. Il a été dans une région dans laquelle ce qu'il propose ne peut pas fonctionner. En clair, notamment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique, Tarek ? Vous avez suivi la polémique avec cette femme en burqa qui aurait été à proximité ? Oui, j'ai suivi toute cette polémique. Relayée par la fachosphère. Oui, j'ai suivi cette polémique et j'ai surtout, contrairement à beaucoup de personnes de la fachosphère, entendu les questions posées au président de la République après son discours. Est-ce que quelqu'un les a entendues ? Voilà, c'est ça. Donc, le président a fait un discours de pratiquement 1h10, et derrière, il est resté 20 minutes à répondre aux questions des journalistes, des élus et des citoyens. Est-ce qu'il peut sauver le CFCM ? Parce qu'on voit que dans son discours, il a redonné du crédit au CFCM, dans le sens où il demande au CFCM de certifier et surtout de mettre les imams à ce qu'ils parlent bien français dans ces mosquées. Du coup, Chalgoumi va être au chômage. Je sens qu'il bondit. Alors allez-y, je répondrai derrière. Allez-y, je répondrai derrière. D'abord, Chalgoumi à Pôle emploi, bientôt. Non, mais si on peut... il parle pas français, donc il n'a pas le droit de parler. Voilà, c'est ça. Non, mais si on peut sauver le CFCM, qui est un bébé mourant depuis sa naissance, je passerai cette partie-là. Moi, je voudrais rebondir sur les propos de Castaner, qui disait qu'il souhaitait que les prêches soient en français. Mais moi, je vais transposer les choses. Est-ce qu'il demande à l'Église que les prières ne soient plus en latin? Je ne sais pas. Ils sont plus en latin, Charles. Non, mais ça, on peut en parler tout à l'heure. Quand le pape vient et qu'il fait la prière, enfin qu'il prononce la prière, il la fait en plusieurs langues. Non. Faut pas confondre prêche et prière. Ah bon? Ah oui. Le prêche, c'est le discours de celui qui parle. Dans l'Église, il est en langue française. Oui. La prière, c'est quand vous répétez les versets. Et donc, ce que demande Castaner, à tort ou à raison. Il n'y a plus de latin dans les églises, Abdeslam, depuis longtemps. Il n'y a plus de latin dans le prêche. Encore une fois, le prêche, c'est quand l'imam, parle, il ne parle plus en latin. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il voudrait que la Fatiha soit faite en français. Non, justement, non. Ce qu'il dit, c'est que le discours de l'imam du vendredi soit en français, mais comme en Turquie, j'allais dire, comme en Indonésie. Dans tous ces pays. Le problème là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Non, il n'y a pas de problème. Dans tous les pays musulmans en dehors de la sphère des pays arabes, le prêche est fait dans la langue locale et la prière et le verset du Coran sont faits en arabe. Bien sûr. Donc vous remplacez arabe par latin et prêche en français par prêche en français. Il n'y a pas de difficulté sur le principe même. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez la majorité des nouvelles mosquées où le prêche est fait dans les 2 langues, en arabe et en français. Voilà, et donc il est fait en français. C'est tout. Mais ça ne pose pas de problème lorsqu'il est fait dans les 2 langues. Non, ça ne pose pas de problème. Bon, on est d'accord. Je reviens à votre question, cher Christophe. Oui, sur le CFCM. Oui, voilà. Donc,
j'allais dire, pour moi, chaque institution se sauve d'elle-même. Et personne ne peut sauver quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est quand dans la noyade, un type ne sait pas nager, il tombe dans la mer. Il sait nager ou il ne sait pas nager. Donc le CFCM, le problème n'est pas là. Le problème de CFCM, c'est qu'effectivement, et là, pour moi, le président Macron a mis le doigt sur l'engrenage, sauf qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son système. Le poids de l'engrenage, c'est cet islam consulaire qui doit s'arrêter. C'est-à-dire que les représentants des mosquées en France doivent se comporter comme représentants de leurs électeurs, de leurs citoyens français, et ne doivent pas, d'une manière ou d'une autre, recevoir des consignes ou des ordres de leur pays d'origine. Ça, c'est clair. Le problème, c'est qu'en disant ça, ils ne nomment pas le président de la République, l'Arabie Saoudite, oui, absolument, et le Qatar, oui, et les Émirats, qui sont des grands donneurs, hein. Qui sont donneurs. Et il aurait pu dire, par exemple, et un portateur d'idées nauséabondes pour l'Arabie Saoudite. Voilà, il aurait pu dire que tout l'argent que l'Arabie Saoudite peut continuer à verser de l'argent, le Qatar, les Émirats pas, mais le verser dans une institution franco-française, avec le regard donc de Bercy, de la France, pour qu'on puisse construire ces mosquées. Parce que quand vous donnez de l'argent, j'allais dire de la main à la main, même si c'est par chèque et par virement bancaire, la personne qui reçoit doit un petit peu quand même moralement quelque chose à celui qui est donneur. C'est tout. Le problème, c'est qu'il n'est pas logique. Ce discours a un point essentiel, moi, qui me plaît, que je dénonce depuis des dizaines d'années, mais dont le président ne tire pas les conséquences. Et il fait comme si c'est lui qui a fait la trouvaille, alors que c'est le travail de Najat Belkacem. C'est arrêter les ELCO. Les ELCO, c'est ça, pour les remplacer par les ILI, les auditeurs taperont sur Internet. ELCO, ce sont des enseignants qui viennent des 9 pays d'origine, parce qu'on est concentré sur la Tunisie, l'Algérie au Maroc, mais il y a 9 pays, cher Christophe. Pardon Tarek, pardon là-dessus. Alors on va juste préciser quand même une chose. Allez-y. La plupart de ces gens, et le président a dit qu'ils étaient 300 environ, viennent pendant le Ramadan, ce sont des récitateurs. Non. Ça, c'est pour le Coran. Oui. L'ELCO, c'est l'école, c'est l'apprentissage de la langue arabe à l'école. Oui, mais c'est pas la France qui a été justement, qui a demandé au Maroc de former ses imams il y a pas longtemps. Non, attendez. Sous l'ancienne mandature. Attendez, cher Christophe. Il y a la première question, de la cohérence, c'est tout. Non, on va y aller. La première chose, c'est l'apprentissage de la langue arabe. Ouais. En 1977, la France, au lieu de prendre en charge la culture d'origine des jeunes, parce qu'à l'époque pensait que les jeunes allaient repartir avec leurs parents, a fait venir des 9 pays, dans la Turquie, dans la Croatie, dans la Tchéquie, des enseignants de là-bas pour apprendre la langue arabe dans des horaires différents de la scolarité. Première erreur. Quand les Français sont arrivés à la conclusion que les fameux travailleurs immigrés ne vont pas partir et que leurs enfants sont français, ils auraient dû arrêter ces systèmes. Najat Belkacem, en 2016, a proposé la modification du système. Elle a disparu, elle. Non, mais elle a disparu. Elle a été ministre, elle a fait son programme. Oui. Non, mais elle a disparu. Tout le monde disparaît. Jean Daniel est mort aujourd'hui à 99 ans. Charas est mort à 87. Donc tout le monde finit par disparaître. Donc ça sert à rien de la renvoyer. À un âge avancé, c'est normal. Non, mais je veux dire, vous voulez que je vous cite les ministres de Hollande dont on n'entend plus parler? Ah, il y en a plein. De Sarko. Donc elle a fait le travail pour passer de l'ELCO à l'EILI. L'ELCO, c'est les enseignants qui viennent des pays d'origine. L'EILI, ce sont des professeurs et des enseignants franco-français, d'origine peut-être maghrébine ou pas, ou croate, pour faire la formation. Et le discours, j'allais dire, entre guillemets, l'escroquerie intellectuelle du président, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas le dossier, ils pensent que c'est lui qui va créer ce système pour remplacer l'ancien. Et à aucun moment, il n'a dit ce projet a été mis en place par Madame Vallaud-Belkacem, que M. Blanquer s'est opposé à ce projet et qu'aujourd'hui il faut le mettre. Donc ça c'est la première. Permettez petite pub parce que là il faut qu'on y aille. Oui, et la deuxième, c'est sur les 300 imams qui viennent. Oui, et bien après, et moi je vous poserai la question suivante. Est-ce que c'est à l'État de s'ingérer dans le culte? À tout de suite. On en reparle. Et hommage à Jean Daniel aussi avec Tarek Mami dans un instant. Le LGF avec Abdeslam Itache et Tarek Mami sur France Maghreb 2 avec cette question du jour qu'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, à question au sujet de Meyer Habib qui a traité 3 députés et une sénatrice de petite conne sur Twitter. Doit-il être sanctionné? D'ailleurs, Abdeslam, tu nous as trouvé une petite déclaration quand même qui sont pesant d'or de monsieur le grand avocat
que tout le monde s'arrache, monsieur Gilles William Goldladen. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Gilles William? Il va dans le sens d'Habib Meyer. Ah bon? C'était très étonnant. Alors il dit Autain & Co. se sont sentis offusqués en qualité de parlementaires par votre sortie peu protocolaire. Elles pendent le président en effigie, puis se drapent froissés dans leur écharpe dès lors qu'on les raille. Qui abaisse à ce point sa haute fonction mérite bien le titre de con. Donc en fait, il va absolument dans le même sens et il les traite de connes lui aussi. Oui. Donc voilà. Mais il y avait aussi autre chose, si tu permets, concernant une des réactions de Meyer Habib, qui ne peut pas s'empêcher de parler d'islam. On voit bien. Attends, laisse-moi deviner. Islamo-gauchiste. Voilà. T'as tapé dans le mille. Tapé dans le mille. On est dans un mouvement social contre la réforme des retraites, avec des députés qui ne sont, je crois pas, mais vous me confirmerez de confession musulmane, Clémentine Autain, Ben Bassa et consort, enfin Marie-Georges Manon Aubry et la quatrième Elsa Faucillon. Faucillon, qui est de la République quand même. Non, Parti communiste français, pardon. Oui. Et en fait, il dit la réalité, c'est que les islamo-gauchistes, se tapaient Meyer Habib, c'est forcément très porteur à quelques semaines des municipales. Donc, vous voyez, il ne peut pas s'empêcher de parler d'islam, même lorsque l'islam n'est pas concerné. C'est ça. Alors, nous étions en train de parler avant la pause, Tarek Mami, avant qu'on vous écoute sur votre hommage que vous allez rendre à Jean Daniel, éditorialiste et fondateur du Nouvel Obs, qui est décédé hier à un bel âge, on peut le dire, hein. Voilà, bel âge. Sur le discours de Macron, la question que je vous posais avant la pub, c'est est-ce que c'est à l'État de s'ingérer dans les affaires du culte? Est-ce que les musulmans sont pas capables de s'organiser, d'organiser eux-mêmes le culte? Il y a tous ces problèmes que l'on dénonce évidemment depuis longtemps, mais est-ce que c'est au président de s'en mêler? Est-ce que c'est au président et à l'État de régler les différents problèmes qui perdurent dans cette communauté? Alors le problème de l'islam en France est un problème très compliqué, parce que à la fois l'État français plus que le gouvernement est tenu par la loi de 1905 qui s'applique à tous, qui développe donc tout ce que vous savez. L'État ne reconnaît aucun culte, mais défend la liberté de croire ou de ne pas croire. L'État ne salarie pas les imams, les évêques et les rabbins, sauf en Alsace-Lorraine, avec cette précision que les musulmans aujourd'hui ne peuvent pas être salariés, au nom du principe que l'État ne peut salarier que ceux qui existaient avant 1905. Avec cette contradiction qu'en 1905, la France c'était l'Algérie, l'Algérie était la France, et quand on est de bonne foi en politique, on aurait pu. Ça, c'est le premier volet. Par contre, en 1905, ils avaient connaissance de l'islam, puisque la France, puisque l'Algérie était colonie française. Non, mais c'était pas colonie. Elle était française, mais elle était occupée par des colons. Elle n'était pas colonie. Elle était la République française, avec des colonies installées en Algérie. Non, avec deux colons, pas avec des colonies. C'est pas la même chose. Mais tout dépend de quel côté de la Méditerranée. Non, on parle droit. Non, on parle colonie. Non, on parle sérieux. Non, mais l'Algérie a été colonisée par la France. Elle n'était pas colonisée. Si. Non, mais ceux qui étaient colonisés. Non, on va pas refaire l'histoire. Non, mais on va le refaire. Non, mais moi j'aime bien. Attendez, l'Algérie n'a pas été colonisée par la France? Non. Alors expliquez-nous là, parce que 132 ans de colonisation, c'est quoi? Alors je vous explique. La France a occupé l'Algérie. Oui. Donc elle a colonisé. Vous laissez la logique ou pas? Oui, allez-y. C'est ça la logique. Pour les Algériens, la France a occupé l'Algérie. Bien sûr. Donc vous serez indulgent à mon égard. Non, mais vous êtes colonisé, donc non, absolument. Je vous interdis de dire ça, Tarek Mami. Après, pour la France, dans le droit français, l'Algérie n'est pas une colonie, c'est un département français. Ceux qui étaient colonies, cher Christophe, pour la France, mais sur ce point-là. Et donc, comme l'Algérie, c'était la France. Ça dépend du côté du fusil où on se met. Non, mais moi, je me mets du côté français, puisque je vais dénoncer la loi de 1905 qui est française. Vous ne pouvez pas tout avoir, les deux côtés de la Manche. Donc, la France, l'Algérie était française. La loi de 1905 devait s'appliquer en France. Donc, pour l'État français. Dans l'ensemble du territoire. Voilà, français. donc en Algérie. Sauf qu'il se trouve que la France n'a jamais appliqué la loi française en Algérie parce que les colons et la classe politique française. Les deux, les colons et la classe politique. On va y arriver, vous allez voir. Et la classe politique française d'Algérie ne voulait pas qu'on l'applique. Pourquoi? Parce que l'État français souhaitait contrôler par le ministère de l'Intérieur et par la sécurité
les citoyens musulmans et l'église musulmane. Oui, mais en tout état de cause, Tarek, bon, là vous parlez de droit, ok, d'accord, mais dans les faits, l'Algérie a bien été colonisée par la France. Non, mais... N'éludez pas cette partie de l'histoire, Tarek Mami. Non mais j'ai bien compris, et entendu. Vous avez employé le terme de colon. Non, moi je vais utiliser, je parle aux auditeurs, je parle pas à vous. Non, parlez-moi. Dites-moi tout, Tarek Mami. Voilà, donc je m'adresse aux auditeurs. Côté algérien, il s'agit de colonisation. Oui, je vous remercie. Côté France, il s'agit de territoires comme la Corse, comme Nice. Oui, mais qu'ils ont été récupérés, donc colonisés. Je pense même côté tiers-mondiste, c'était une colonisation. Alors, en 62, pour les Algériens, la colonisation est terminée. Pour les Français, on a... vous voulez qu'on s'amuse? On a fait un Brexit de cette partie du territoire. Un bon Brexit. Voilà, non mais c'est pour vous amuser. Donc on parle. Un Dégexit alors. Non, un Dégexit. Un Dégexit. Donc c'est soit on parle droit, soit on parle, j'allais dire, histoire. Non mais d'accord, mais j'ai pas contesté en aucune manière, personne n'a contesté. Non mais pour venir à votre question, cher Christophe, par contre, cet État français qui est dans la contradiction de ne pas appliquer la loi de 1905 en Alsace-Lorraine, ni en Algérie entre 1905 et 1962, aujourd'hui, regarde l'islam comme une question de sécurité. Et là, le président de la République a le droit d'intervenir pour assurer la sécurité des territoires métropolitains, puisque la Grande France, c'est surtout le territoire métropolitain et les Outre-mer. Alors, juste une précision sur votre propos, Tarek Mami. Concernant les églises qui ont été construites avant 1905, elles sont la propriété de l'État. Oui. Donc, à ce titre, l'État les entretient. Oui. Et ça coûte à peu près 500 000, le culte chrétien, je sais pas combien de millions par an. Oui. Et le culte chrétien jouit de ses biens, mais n'en a pas la propriété. Et il a les usufruits, pour faire simple en droit. Voilà. Comme les pour la communauté juive, les synagogues. Les construits avant 1905, les construits après. Il n'y avait pas de mosquée en France construite avant 1905 ? Non. Alors officiellement non. Il y avait quelques salles, mais elles n'avaient pas le statut, puisque la première construite, c'est 1924. Mosquée de Paris. En violation de la loi de 1905. Ah oui. Ah bah, voilà, vous voulez. Parce que moi, j'aime bien quand on rentre dans violation. Parce que la loi de 1905. Elle a été totalement financée par la France ? En partie. En partie. Parce que là, le territoire et la terre et le terrain est donné gratuitement. C'est qu'aujourd'hui, l'État ne veut pas. Donc, en 1905, on a dit que l'État ne touche plus au culte, chacun se débrouille, sauf qu'en 1920, elle donne la portion de territoire, elle fait financer par le Maroc, l'Algérie. Mais est-ce que c'était pas une compensation par rapport par rapport à toutes ces églises qui existaient et qui étaient sous financement national? Monsieur Abdesalam Itache, moi je refuse un truc. Moi, où je parle droit, oui, vous êtes dans le factuel, j'ai bien compris. J'ai factuel. Factuellement. Mais moi, je vous parle de la circonstance à l'époque. Non, mais la circonstance, elle n'est pas juridique. 1905. Elle est politique. Donc, ce qui a été fait. Mais justement, c'est parce qu'elle est politique. Donc, ce qui a été fait politiquement en 1924, si la France le voulait. C'est une décision politique. Si la France le voulait, elle peut le faire tous les jours aujourd'hui, sur le modèle de 1924 de la mosquée de Paris. Donc, c'est de l'hypocrisie politique que de sortir, quand on veut. On viole la loi. Les temps ont changé. Autrefois c'était différent, maintenant c'est différent, j'ai envie de dire. Mais bien sûr. C'est toujours différent. Mais bien sûr. Quand on veut justifier. Abdeslam, le discours de Macron sur le séparatisme islamiste, est-ce qu'il t'a... Alors, Christophe, vraiment un mot. Oui. J'ai adoré pour une fois la une de Libération qui a mis le mot séparatisme islamiste entre guillemets. En une. Oui. Ça veut dire que, bon... faut pas bousser le bouchon commun. S'il l'avait souligné, ça vous aurait choqué aussi? Non, ça veut dire qu'on précise que le mot séparatisme en droit ne veut rien dire. Oui. Non, alors il veut dire quelque chose. C'est s'illustrer encore pour faire je fais différemment des autres. Soit disons le mot communauté, parce qu'entre nous, le mot communauté touche tout le monde, y compris les Basques. Alors, Abdeslam, le discours sur le séparatisme islamiste. Moi, le mot séparatisme me choque profondément en cette circonstance. Et moi, pendant tout le temps où j'ai grandi, j'entendais parler du séparatisme. Non, mais le séparatisme basque avec le TA qui voulait un État. D'accord. Et c'était un coup de bombe. Ou le FLNC, le canal historique corse, qui voulait justement une autonomie de l'île, de Beauté. Là, on est dans une territorialité. Et là, géographiquement, et revendiquer un coup de bombe. Voilà. C'est pas des paroles. Non, mais complètement. Mais là, on pouvait parler de séparatisme, une volonté de se séparer de l'État français. Là,
on fait un mélange où on laisse partir ce fantasme ou cette idée qu'en France, il pourrait y avoir... Non, mais c'est exactement ça. Moi, ce mot-là me choque, Christophe. Ouais, d'accord, mais après, une fois qu'on a dit ça, c'est le fond du discours, le discours en lui-même. Le discours... Les annonces. Mais, moi, ce que je veux dire, en cette période d'élection, en cette période d'élection, on voit bien, la ficelle est grosse. Il y a cette volonté. Tu sais, Christophe, Macron disait qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Moi, je pense qu'il est de droite et de gauche. Et en faisant ça, il veut justement séduire un électorat de droite extrême, ou peut-être d'extrême droite, justement parce qu'il a besoin d'un électorat en fait qui n'a pas marché. Ils l'ont accusé de ne pas en avoir fait assez. Donc. Il n'en fera jamais moi, assez. C'est le premier discours de la nouvelle campagne électorale pour l'année 2022 pour les élections, je dis qu'il donne une pomme à droite, une pomme à gauche. La pomme à droite, c'est... Laquelle est pourrie? Les deux, mon colonel. Voilà, les deux. Bien joué. Alors, je termine sur ce discours. Moi, je conseille aux auditeurs d'aller sur le site de l'Élysée ou sur le site de l'AFP pour officiellement regarder le discours du président. Mais ne regardez pas les discours du président qui durent 1 heure. Allez directement à la fin et regardez les 15 dernières minutes avec les questions posées par les élus et les citoyens et les réponses du président. Et il y a une réponse qui va intéresser Christophe. Quelqu'un lui dit: Monsieur le Président, j'ai voté pour vous au 2e tour. Dites-moi que vous allez vous présenter en 2022 parce que je vais voter pour vous au 1er tour. C'est intéressant comme question, je vous laisse découvrir la réponse. Ouais, bon, je suppose qu'il a voté en disant c'est pas le moment des élèves de... Non. Et la deuxième, c'est des gens qui se sont plaints, qui sont en France depuis 20 ans, qui font tout, eux, pour s'intégrer, et quand ils déposent des dossiers de demande de nationalité française, il n'y a jamais de réponse. On est en 2020, Tarek Mami, les élections sont en 2022. Si vous référez... Christophe, attendez, laissez-moi juste finir. Je vous ramène 2015, est-ce que vous connaissiez l'existence de Macron, président de la République? Jamais de la vie. Oui, il faisait déjà partie de la commission Attali. 2015, le grand public connaissait Emmanuel Macron comme candidat? Jamais de la vie. Sur les taxis. Non, mais tout ça pour vous dire qu'il reste encore 2 ans et qu'il peut se passer énormément de choses. Vous partez à gauche quand vous parlez à droite. Vous partez à droite quand je parle à gauche. Je vous dis, voilà ce qui se passe après le discours pour voir comment les gens sur place dans la salle l'ont ressenti. Et ils vont me parler de... Non, mais c'est parce que vous faites une petite allusion à une question qui a été posée sur 2022. Il y avait 4 questions. On a le droit d'être borgne encore dans ce pays et de se tromper éventuellement. Donc, ce monsieur qui veut revoter pour Emmanuel Macron, c'est son problème. Alors, 2 informations dont la grande presse ne parlera pas aujourd'hui, juste pour faire de la provocation. La première, c'est la question des punaises de lit. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène. Très bien. Aujourd'hui, il y a une décision. Il y a un site qui va être ouvert, punaise-info, je ne sais pas quoi. Vous trouvez. Et la deuxième, c'est que le gouvernement va demander à tous les assureurs d'inclure cette clause automatiquement parce que ça commence à faire apparemment machin. J'ai envie de dire aux punaises. Aux punaises, voilà. Et la deuxième La deuxième. Parce que moi j'en ai une troisième aussi. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grandes élections. Et je rajoute très démocratique pour faire de la provocation en Iran. Et toute la presse n'en parle pas et n'envoie pas des envoyés spéciaux pour voir comment ça se passe. Or, il paraît qu'il y a une participation monstre et que les conservateurs, avec la mort de Soleimani, on le vend en poupe. Et donc, ceux qui critiquent, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dans le monde, parce qu'on parlera beaucoup dans l'élection israélienne qui va venir le 2 mars, mais celle d'aujourd'hui, elle n'a pas sa place. J'en ai une troisième. Ce sont des députés qui ont signé une tribune pour se prononcer contre le 49-3. Alors 10 ça ne fait pas partie du quiz, mais apparemment 10 dans 4 LRM. Ah oui, absolument, de la République en marche. Ne posez pas la question au quiz. Alors, parce que la réponse est-ce que c'est un lien avec le fait que Emmanuel Macron et Valls se reparlent? Ça y est, ils ont enterré l'âge de guerre. Je ne sais pas. Contaminé par le 49.3. Peut-être. Alors j'ai appris par contre, et c'est une grande surprise pour moi, à la mort de Charras aujourd'hui, qu'en fait il y a 2 ans, le président Macron avait reçu Charras pour le décorer à l'Élysée. Et je ne savais pas que ces personnes-là se parlaient, mais comme quoi c'est un microcosme. Vous permettez, c'est toujours entre eux. Moi je voulais réagir sur le 49.3. Je pense que c'est un faux combat parce que ça fait partie de l'arsenal justement législatif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'État français emprunte, prend de l'argent sur les marchés mondiaux pour payer les fonctionnaires et le Premier ministre passe, mais oui, bien sûr, et il passe par le 49.3 parce que ça serait d'une telle lourdeur de passer par l'Assemblée nationale pour emprunter de l'argent sur les marchés mondiaux. Précision juridique, parce que j'aime bien ça. Le 49.3, c'est une fois par législature. Une seule fois. Non.
Non. Absolument pas. Alors, mais je vais vérifiez. vous retrouver. Mais Allez-y. alors, qui a été la personne qui a plus employé le 49.3? Qui a plus, je sais pas, mais la dernière fois où ça a C'est été Michel utilisé- Rocard. Non, mais quelle est la dernière fois Rappelez-moi que- combien Oui, mais de temps la il loi- a été Premier ministre. Non, mais la loi a 2015. été changée. 2015. Non, la loi a été changée. La dernière fois, c'était en 2016. 2016, 2015. Oui, Emmanuel 2016. Valls l'a employé combien de fois? Une seule fois. C'est la loi El Khomri. Tout ça, c'est pas Je dans le revérifierai. Ben, vous pouvez. Alors- C'est une fois tous les 5 ans. Est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir à Monsieur Campion qui attend? Ah oui. Voilà. On accueille Daoud qui est avec nous avant la pub et avant l'avis tranché, l'hommage plutôt de Tariq Pami, et donc de nos invités Marcel Campion qui arrive à l'instant dans nos studios accompagné de Karim Britel pour parler de Libérons Paris. Bonjour Daoud. Bonsoir à tous. Bonsoir mon Daoud. Oui, je ne veux pas vous prendre longtemps. J'ai juste une question pour Tariq Pami. Ah bah il s'est barré là. Ah ok. Je voulais poser une question parce qu'il parlait de la colonie et de l'Algérie. Et je voulais demander, est-ce que pour lui, vu d'Israël, est-ce que les colonies en Cisjordanie, c'était des colonies ou pas? Ah, question Tariq Pami. Venez Tariq. Il y a une question pour vous là de Daoud. On salue nos invités. Vous inquiétez pas. Alors Daoud, repose-moi ta question. Tariq Pami est tout oui, il t'écoute. Alors, Monsieur Christophe Roux, Monsieur Campion, Monsieur Karim Bretel, vous pouvez vous saluer. Alors, salut. Bonjour. Voilà. Alors, voilà. C'est quoi la question, Daoud? Oui, bonsoir, Tariq. Daoud, bonjour. C'est quoi la question? Oui, c'est une question parce que j'entends tout à pas. l'heure, vous parliez de. Vous aimez être pragmatique. Vous avez dit que par rapport à la France, l'Algérie n'était pas une colonie. C'est ça? Par rapport au droit français. Au droit français, d'accord. Et j'aimerais vous poser une question. Par rapport au droit israélien, est-ce que les colonies en Cisjordanie sont des colonies ou pas? Non. Pour le droit israélien, non. Mais on est tous d'accord, c'est une colonie. Oui, bien sûr. Moi, je parle droit, je parle pas fait politique. Le fait politique est que l'Algérie était une colonie française. Ça, c'est un fait politique, historique. Mais c'est le politique qui fait la loi. Non, mais excusez-moi. Ça, c'est le fait politique. Le fait juridique, c'est que pour la France, l'Algérie n'est pas une colonie, c'est des départements. On passe en Israël. Pour l'humanité entière, sauf les Américains et les Israéliens, le territoire palestinien dans lequel il y a des colonies sont des colonies. Pour le droit israélien, c'est pas des colonies, parce que chaque fois qu'ils construisent, ils font voter une loi à la Knesset. Donc ne mélangeons pas le fait politique et là, c'est le fait juridique. satisfait par la réponse, Daoud, ou pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Je m'y attendais un peu. Forcément. Bon, on est deux alors. Merci, mon Daoud. À bientôt. Dans un instant, hommage à Jean-Daniel Tariq Pami. On va recevoir. Non, Jean-Daniel d'abord. Et ensuite, on recevra évidemment Marcel Campion et Karim Britel qui sont avec nous aujourd'hui. Libérons Paris, les amis. Libérons Paris. Ça me rappelle 45, mais bon, c'est une bonne chose, ouais, ça. Hein. Voilà. Petite référence. À tout de suite. Paris au trajet. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. Nos invités dans un instant, Marcel Campion qui est avec nous dans les studios, installé confortablement, Karim Britel également. On va parler de Libérons la France dans un instant, mais juste auparavant, j'ai dit quoi? J'ai dit une bêtise, Marcel? Ah non, Libérons Paris, bah oui, voyons. Ah bah, on commence par Paris, après on verra pour la France. On verra pour la France après. Oui. Libérons Paris, pardon. On peut pas tout faire en même temps. Ça s'appelle l'emballement, monsieur Campion. Ne bougez pas. Alors juste avant, on va tout de suite, si vous le voulez bien, rendre hommage à quelqu'un, et ça vous tenait à cœur, Tariq Pami. C'est à monsieur Jean-Daniel qui est décédé hier. Jingle à vie tranchée, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Jean-Daniel, effectivement, figure historique, éditorialiste et fondateur du Nouvel Obs, nous a quitté hier à l'âge de 99 ans, Tariq Pami. Hommage à Jean-Daniel. 99 ans, c'est pas tout à fait un siècle, mais c'est la durée de vie de Jean-Daniel, le fondateur du Nouvel Observateur. Ce 19 février 2020, Jean-Daniel nous a donc quittés à sa tâche canonique, 99 ans. Son journal lui dédie cette belle épitaphe. Les plus prestigieux journalistes français s'est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde. Jean-Daniel était un journaliste de gauche dans une époque révolue où le mot gauche signifiait éthique, solidarité avec les plus faibles en France et soutien de tous les peuples opprimés à travers le monde qui se battaient pour leur indépendance, leur liberté et dignité d'être humain. France Maghreb 2 lui rend
ici un hommage mérité et appuyé. J'ai eu la chance et le plaisir de l'avoir rencontré à quelques reprises, à Paris et à Tunis, seul ou avec mon ami Feu Brahim Hasmaïl, qui approuve, j'en suis sûr, cet hommage. Nous lui avions exposé en 1987 lors d'un colloque au Sénat que nous avions marre déjà de voir les médias et les hommes politiques parler de deuxième et de troisième génération de l'immigration, comme si cette provenance devait perdurer éternellement et que nous souhaitions lui substituer alors l'expression de franco-maghrébin pour ne pas oublier ou occulter ce passé et cette origine géographique et culturelle qui va s'éloigner de plus en plus, mais pour se projeter aussi dans l'avenir. Et sa réaction spontanée, fait immédiate, sans réflexion, brève et frappante. Il nous dit alors, et je cite, « Vous êtes dans le vrai, allez-y, ne jamais oublier le passé et la transmission des mémoires, toujours se projeter dans l'avenir. J'adopte votre nouvelle expression, franco-maghrébin. » Aujourd'hui, cette expression franco-maghrébin d'obédience républicaine s'est banalisée et partagée, même si beaucoup, avec l'air du temps, cherchent à la remplacer par une attache plutôt religieuse en lien avec la religion musulmane. Algérien de naissance, Jean Daniel est né le 21 juillet 1920 à Blida, en Algérie. Il s'appelait alors Jean Ben Saïd, nom d'origine que beaucoup ne connaissent pas et pourtant ils lui rendent aujourd'hui hommage. Il était français de nationalité comme tous les Européens d'Algérie. Il a été un combattant armé et a participé au combat de la libération de la France du joug nazi dans les rangs de la division Leclerc. Étudiant en philosophie à la Sorbonne, il entame début de carrière politique en 1946 au cabinet de Félix Gouin, alors président du gouvernement provisoire. Ils font d'abord la revue culturelle Caliban en 1947. Il entre comme journaliste au milieu des années 50 à l'Express. Il couvre la guerre d'Algérie où il reste 8 ans. Il défend l'indépendance de l'Algérie et il est alors menacé de mort et même inculpé pour atteinte à la sûreté nationale. En 1961, il est blessé à Bizerte en Tunisie par des tirs de l'armée française au sein de laquelle il avait combattu. Après un bref passage au journal Le Monde, Jean Daniel reprend en 1964 la revue qui s'appelait alors France Observateur. Il la baptise Le Nouvel Observateur, devenu aujourd'hui le Nouvel Obs. Cette revue devient la revue de l'anticolonialisme tout au long de son histoire. Sa revue publie notamment le fameux manifeste de 343 salopes, entre guillemets, pour donc revendiquer le droit à l'avortement des femmes. Il fréquentait les grands hommes qui se battaient pour les indépendances de leur pays, et il avait un lien particulier avec le Maghreb, dont il est issu, dont il se sentait membre et citoyen, au-delà de la nationalité. Jean Daniel était ce que l'on appelle, avec sérieux, un homme juste, qui privilégiait la qualité de son interlocuteur à sa nationalité et à sa religion. Qu'il repose en paix. Merci Tarek pour cet hommage donc à Jean Daniel qui s'en est allé à un bel âge, il faut le dire, 99 ans. Voilà, il a eu en tout cas et plusieurs personnalités lui ont rendu hommage, notamment le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui lui a rendu hommage dans un tweet à Jean Daniel, d'où ses liens, comme vous avez fait référence donc au Maghreb bien entendu. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, aux élections municipales et comme hier, direction Paris les amis. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Avec nous aujourd'hui, Marcel Campion, que tout le monde connaît. On a tous entendu parler de Marcel Campion ici avec nous. Alors Marcel Campion a décidé de se lancer dans la course des élections parisiennes. Bonjour Monsieur Campion, bienvenue. À vos côtés également Karim Britel qui est tête de liste du mouvement Libérons Paris dans le 17e arrondissement. Première question, comme ça on va la liquider tout de suite, Monsieur Campion, n'est-ce pas pour prendre une certaine revanche vis-à-vis de Anne Hidalgo qui a, on le rappelle, fait déplacer la fameuse grande roue, que vous vous présentez face à elle? Pas du tout, si vous voulez, c'est assez professionnel. Bon, elle s'entendait pas avec la roue, elle l'aimait bien avant, elle l'aimait plus après. Bon, ça c'était son problème, malheureusement. C'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, c'est une affaire que j'ai perdue, tant pis, la vie, la roue tourne, on va dire. Mais oui. Non, ça n'a rien à voir. Je suis né à Paris, je suis parisien, je suis un homme du peuple.
Et quand je vois Paris dans l'état où c'est devenu insalubre, insécuritaire, et puis des trottinettes qui s'opposent au vélo, on va y revenir. Vous prononcez pour l'interdiction des trottinettes, vous? Non, mais c'est toute l'atmosphère de Paris qui me déplaît. Vous vous rendez compte, Paris, pour moi, c'était ma ville enchantée, maintenant c'est devenu ma ville en chantier. Ouais. Donc il faut faire quelque chose, absolument, et comme dans les programmes des autres, je vois rien venir, donc je me présente comme homme du peuple. Et comme homme du peuple, dans lequel vous avez écrit un livre qui s'appelle Paris du bon sens. Au Mareuil Édition, en quelque sorte, c'est votre programme, ce que vous proposez aux Parisiens et aux Parisiennes. Alors, il y a quand même pas mal c'est bien élaboré, en tout cas, c'est bien fourni. Notamment, vous voulez lutter contre. Vous trouvez Paris sale. Écoutez, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Vous voyez, tous les Parisiens, ils se plaignent de la prolifération des rats. Vous avez vu que les rats, ils sont multipliés par 4. Ouais. Avant, on nous disait un rat par Parisien. Maintenant, il y en a 4. Attention, si on continue avec Madame Hidalgo, il y aura 10 rats par Parisien. Non, il faut dératiser tout ça, y compris l'hôtel de ville. Monsieur Campion, Madame Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris, a fait et a mis en chantier beaucoup de travaux. Mais est-ce que à l'issue de ces travaux, ça va pas nous donner quand même un Paris qui changera un peu de visage, à l'image par exemple de Châtelet, qui est quand même beaucoup plus beau qu'avant? Non, mais attendez. Non, mais voilà. Attendez, moi, Paris plus beau qu'avant. Regardez les belles places qu'ils sont en train de nous faire. Celui qui s'y retrouve à la place de la Bastille pour s'en sortir, il est fort. Maintenant, c'est pratiquement fini. Vous pouvez plus sortir entre les vélos, les trottinettes et les voitures. Vous pouvez plus vous en sortir. La circulation est devenue impossible. C'est quand même la capitale de la France, Paris. Ouais. C'est quand même une ville qui doit vivre avec 2 200 000 et quelques habitants. Ouais. On doit circuler. Il y a des livraisons, il y a tout ça. Alors, Madame Hidalgo veut faire tout ça à bicyclette. Elle a un petit vélo dans sa tête. Oui, c'est ça qu'elle a. Alors, pourquoi vous attaquez aux trottinettes? Alors les trottinettes, quel problème elles vous posent? Il faut les arrêter immédiatement. À moi, ils me posent pas de problème puisque je n'en fais pas de trottinettes. Je suis pas fou, moi. Bon, que les jeunes s'amusent avec eux, c'est bien, avec les trottinettes. Mais vous avez vu, ils déambulent de tous les côtés. Les trottinettes, ils sont sur les trottoirs. Vous avez des retraités qui tombent dans les trottinettes. Sur les trottoirs, vous avez des trottinettes qui circulent à travers les routes, partout. Il n'y a pas de code de trottinette. Nous, on a des codes de la route, mais il n'y a pas de code de trottinette. Et les hôpitaux sont pleins, les urgences sont pleins de blessés de ces gens-là. Faut arrêter ça tout de suite. Ça rend service quand même, non? Oui, aux quelques-uns qui veulent bien s'amuser avec ça, mais moi je leur conseillerais d'aller dans une cour de récréation pour faire de la trottinette, certainement pas dans la capitale de la France. Et le vélo? Le vélo, oui, il faut laisser une partie de vélo. Il y a des gens qui veulent faire du vélo, mais il faut pas laisser, par exemple, les quais à tous les vélos. Il faut qu'on rouvre les quais absolument pour désengorger, bien sûr, la semaine, pour désengorger ce qui se passe. Vous vous rendez compte? On nous explique pour la pollution, ça aussi, c'est une salade qu'on est en train de nous vendre. La pollution, la voiture pollue, donc on ferme les berges. Seulement, en haut, vous avez 3 fois plus de voitures. Toutes les rues sont engorgées de voitures. Faut désengorger Paris et puis laisser les berges ouvertes. Comment on désengorge Paris? Eh bien déjà, en laissant tous les tunnels ouverts qu'ils ont fermés pour essayer de faire des attractions qu'ils n'arrivent pas à faire. Vous avez vu que ces bandes de fous, là, ils ont calculé un système pour que dans les tunnels, ils puissent faire des attractions la nuit. Des attractions de quoi? En trottinette pour faire quoi? Dans le noir? Non, je pense que tous les tunnels qui sont rue de Rivoli, qui sont du côté des quais, qui sont aux Champs-Élysées, tout ça, ça doit rouvrir. Ça empêche la circulation. C'est comme les travaux. Ne croyez pas que les 8300 chantiers sont des vrais chantiers. Il y en a à peu près la moitié qui sont des faux chantiers pour empêcher la circulation. Pourquoi? Parce que c'est dogmatique. Madame Hidalgo s'est entourée, elle a trouvé en 2016 qu'il fallait qu'elle passe au vert. Pourquoi? Parce qu'avant, elle n'était pas dans la même couleur, elle était au rose. Maintenant, elle passe au vert puisque c'est l'écologie qui doit remporter le pompon. Le pompon, c'est gagner les élections. Donc, tous ces gens-là nous expliquent sauver la planète, sauvons la vie, sauvons tout, grâce à la trottinette, au vélo. Ça suffit, il faut arrêter cette sarabande. Paris est en train de se détruire. Et si jamais elle fait un nouveau mandat, Paris sera fini. Oui, alors les sondages ont l'air de donner un avantage à Rachida Dati cette semaine. C'est quoi ces sondages? Écoutez, je suis curieux de savoir qui pose les questions, vous êtes qui les paye ces sondages. Vous, hein, c'est ça? Non, mais moi je dis que c'est des faux sondages, tout ça. On connaît l'arnaque. Vous savez que nous, pour ce qui nous concerne, ça fait 1 an qu'on a déposé nos statuts, qu'on a déposé un mouvement. Ouais. Il y a une omerta terrible sur nous. Donc s'ils n'avaient pas peur de nous, ils nous laisseraient parler. Mais ils nous laissent pas parler parce que nous, c'est le bon sens. Ils ne prennent pas au sérieux, monsieur Campion? Non, c'est pas ça. C'est pas nous prendre pas au sérieux. Au contraire, ils nous prennent très au sérieux. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on parle. Regardez tous les médias. Je n'ai pas fait un seul plateau. Je n'ai pas fait la une d'aucun journal. Ouais. Pourtant, ils ont nos programmes. Ouais. Mais ça va changer. Je peux vous annoncer un scoop. Cette semaine va sortir un sondage de l'IFOP. Et vous verrez, je pense que la donne va changer et que les comiques vont ravaler un peu leur sable.
Alors comment vous regardez, avant de poser quelques questions aussi à M. Britel ici, qui est tête de liste du mouvement Libérons Paris dans le 17e, comment vous regardez un petit peu cette ambiance un peu particulière? On est à une semaine du déclenchement du scandale de Griveaux. De quel œil vous regardez tout cela pour Paris? Bah écoutez, moi je vois on abuse 1, on abuse 2, on abuse 3 et on nous abuse surtout. Bon, ça on en rigole, mais si vous voulez, quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne mal. On nous présente Rachida Dati qui va sauver le coup. Seulement, pourquoi, depuis toute la période qu'elle a été dans la mandature de Madame Hidalgo, pourquoi elle était de mèche avec elle? Elle a voté tous les projets de Madame Hidalgo. Et maintenant, la voilà compte. Moi, je pense que le pouvoir, c'est une chose. Ce sont des gens qui sont autour d'une table, et de temps en temps, il y en a un qui perd, l'autre qui gagne, et donc ils se décalent d'une place, et ils sont toujours autour de la table. Et ils veulent pas d'intrus. Nous sommes des intrus. Un homme du peuple, ils en veulent pas. Donc ils s'arrangent avec les médias. Vous savez très bien, comme moi, que tous les médias appartiennent à des gens qui sont riches. Oui, des milliardaires. Certaines télévisions. Oui. Bon, eh bien, regardez avec qui fonctionnent ces gens-là. Ils travaillent avec eux. Donc ils travaillent tous ensemble, ils se tiennent tous par la barbichette et ils veulent pas d'intrus. Donc c'est aussi pourquoi je n'ai pas pour l'instant les médias. Mais ça va changer parce que la donne du CSA me donnait comme quoi je n'avais pas de notoriété. Vous apercevrez que j'ai autant de notoriété cette semaine que toute cette clique là qui eux sont connus parce qu'on les rabâche sans arrêt à la télévision. Et moi je suis simplement connu parce que je suis un Parisien depuis longtemps. Marcel Campion ici présent sur France Maghreb 2 en direct pour les municipales. Il se présente le mouvement Libérons Paris, donc pour les élections parisiennes qui ont une petite particularité parce que c'est une élection en 3 tours finalement. Ouais, c'est une élection un peu dramatique parce que les Parisiens ne peuvent pas élire leur maire, ça c'est un scandale. On avait fait un courrier au président de la République il y a plusieurs mois et il a répondu à côté de la plaque. Alors lui qui réforme tout, il veut pas réformer Paris. Ça il a répondu déjà, c'est bien. Oui, il a répondu, parce qu'on a quand même un peu l'obligation de répondre. Bon, ça s'est pas fait tout de suite. On a attendu 3 mois pour avoir la réponse. Tout ça pour nous dire qu'il ne tenait pas à changer le statut de Paris. Il lui convient bien. Pourquoi? Parce que c'est un statut de combinard, le statut de Paris. Ça sera la combine du 3e tour. À savoir que les Parisiens croient voter pour un programme. Ils vont voter pour quelqu'un qui présente un programme et au 3e tour, le programme disparaît. C'est un peu ce qui s'est passé avec Madame Hidalgo. Madame Hidalgo a fait une alliance après avec les communistes et les Verts. Et ben, elle s'est retrouvée avec leur programme. C'était pas le sien du tout. Quoique, elle a de la chance parce qu'elle était même pas élue par les Parisiens. Elle était en 4e position dans un arrondissement. Vous lui en voulez beaucoup à Madame Hidalgo? Comment? Vous lui en voulez beaucoup à Madame Hidalgo? Non, j'y en veux pas. Quand même, on sent. Vous vous rendez compte la destruction de Paris? Non mais d'accord. Destruction. J'en veux parce que moi j'habite à Paris et que je vois ça tous les jours. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse dans la rue. Écoutez, je suis dans un beau quartier, moi j'ai un avantage. Si vous voyez les rats, ils cavalent le long des trottoirs tous les matins, il faut les chasser à coups de balai. Vous trouvez que c'est normal avec ces gens-là, avec les dettes qu'ils ont fait? C'est des milliards de dettes. Et heureusement qu'on a soulevé le pan des dettes il y a quelques mois, parce que personne n'en parlait. J'ai été le premier à soulever le pan des dettes en disant qu'on finirait une mandature avec 8 milliards. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. La ville a annoncé 5, 6, 7 maintenant, et vous voyez qu'on va dépasser les 8, sans compter ce qui est caché sous le tapis, parce qu'il y a quand même quelques milliards encore cachés sous le tapis. C'était sur le Figaro il y a 2 jours, c'était Bercy qui a donné cette annonce, il y avait un petit milliard qui avait disparu. Bon, vous vous rendez compte? À 1 milliard près, ils savent pas qu'ils en sont. C'est des incompétents. Karim Britel, vous êtes tête de liste du mouvement Libérons Paris dans le 17e. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce mouvement de Marcel Campion, Karim Britel? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi j'ai fait de la résistance à la politique pendant 15 ou 20 ans. J'ai toujours été de droite, je m'en cache pas. J'ai fait un peu de diplomatie parallèle entre le Maroc et la France, et avec des conférences sur les valeurs de la citoyenneté, sur la réinsertion, sur la sécurité internationale, des fois dans des lieux symboliques tels que l'Assemblée nationale. Et quelque part, je faisais de la politique tout seul. Mais je ne voulais pas faire partie d'un parti qui me guide, qui me dicte ce que je dois dire et qui me met dans une espèce de couloir avec des limites partout. C'est ce qui a fait que Marcel Campion a réussi à vous convaincre. Là, j'ai accepté justement parce que c'est Marcel Campion, parce que sans franc-parler, parce que c'est un homme libre, parce qu'il va jusqu'au bout de ses engagements et qui n'impose rien à son équipe, à part du bon sens justement. Je vois comment il gère ses entreprises, j'entends ses collaborateurs parler de lui. Vous savez, je suis dans la formation depuis et je fais de l'audit depuis quasiment 34 ans. Et je peux vous assurer qu'il est bon dans la gestion des hommes et dans la gestion des budgets. Que demander de plus à un maire de Paris? On parle des entreprises, Marcel Campion, c'est vrai que vous en avez beaucoup. J'en ai eu beaucoup, mais j'en ai moins en ce moment. Oui. Mais j'ai toujours du personnel. La fête à Neuneu, par exemple, c'est toujours vous?
Alors non, attention, la fête à Neuneu, c'est moi qui l'ai mis en route il y a pas mal d'années. Oui. Et j'avais 1 ou 2 manèges, mais c'est pas moi la fête à Neuneu. Il y a plusieurs forains, comme la foire du Trône, vous avez 300 forains, 300 métiers qui représentent 2000 personnes pour accueillir 3 millions de visiteurs. Et moi, là-dedans, j'ai 2 ou 3 manèges à moi. J'ai pas la foire du Trône. Vous avez combien de manèges, vous J'en ai eu jusqu'à 10. Bon, maintenant, il m'en reste 2 ou 3. Je sais pas exactement ce que je fais fonctionner. Ça coûte cher, un manège? Tout dépend de la relation du manège. Vous avez un petit manège d'enfant, vous allez l'avoir à 100 000 €, puis vous arrivez à la grande roue, il faut 10 millions d'euros. Ah oui. Donc, il y a une échelle. Comment se porte la grande roue, d'ailleurs? Elle se porte pas bien, mais la roue tourne. Elle a perdu de l'argent? Non, mais pour l'instant, elle est en remise. J'ai perdu le travail. Pendant un moment, j'évoquais essayer de la vendre ailleurs, puis ça m'a pas plu. Je dis, elle reviendra de toute façon à Paris. Et elle est revenue, puisque cet hiver, on l'a installée dans le jardin des Tuileries pour un événement qui s'appelle la magie de Noël. Et l'État a bien voulu nous concéder un emplacement au Mont-de-Forain, alors que la ville n'en voulait plus, parce qu'il faut savoir que la ville ne veut plus de forains. Ouais. La ville de Paris n'aime plus les forains. Pourquoi? On ne sait pas. Je l'ai mis dans mon dernier livre, qui s'appelle Le Paris du bon sens. Vous verrez qu'il n'y a pas de revanche. Édition Mareuil. Et je l'annonce un peu dans la préface. Je dis, il s'est passé quelque chose avec la maire de Paris. Je sais pas ce qu'elle a eu. Est-ce qu'elle a eu le tournis parce qu'elle aime pas les manèges? Non, je crois qu'elle est environnée de 3 ou 4 clients. Moi, je les ai appelés à un moment donné. J'ai fait une petite faute, on va dire un dérapage. Mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. Mais je vais plus dire, je vais plus parler de ça. Je vais dire que c'est des pervers. Ils sont autour de la mer pour essayer de faire du boulot. C'est-à-dire, ils ont essayé de m'assassiner pour prendre le genre d'affaires. Ils ont cru que c'était des affaires facilement prenables. Puis ils s'aperçoivent que c'est pas commode, parce que nous, c'est du boulot. Ces petits personnages-là qui essayaient de faire des affaires, ils sont dans un bureau avec le stylo à la main et ils croient qu'ils vont ramasser la recette comme ça. Non. Marcel Campion, maire de Paris, vous remettez la grande roue à l'été? Non, pour l'instant, on verra si... non, pour l'instant, j'ai plus besoin de la remettre où elle était. Mais je suis en débat avec la mairie de Paris, vous savez, et puis l'État, parce que je demande la propriété de l'espace de la Concorde. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui. Il s'avère qu'ils sont tellement tous incompétents que la mairie de Paris, non seulement après m'avoir viré avec la roue, a décidé d'enlever les 2 stands que nous avions depuis une vingtaine d'années avec des contrats avec la ville. Et quand on est arrivé au tribunal, ils ont été incapables de justifier la propriété du site. Donc le tribunal les a renvoyés dans leur case. Et comme personne ne demande la propriété du site, c'est jamais qu'1,5 hectare en plein centre de Paris, eh bien je revendique la propriété dans une mesure justiciable avec... ça s'appelle l'usucapion. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Le principe d'usucapion, c'est que si vous occupez un espace pendant un certain nombre d'années et que pas de propriétaire se déclare, vous pouvez revendiquer la propriété. C'est ce que je suis en train de faire pour l'espace qui est place de la Concorde. Très bien. Marcel Campion, avant de laisser la parole à mes collègues, amis, Tarek Mami et Absnamitage pour une question. Quelle sera votre première grande décision en tant que maire de Paris, si toutefois vous y arrivez? Immédiatement, mais je pense que je vais y arriver, ça va être une grande surprise pour tout le monde, parce que entre les sondages bidons et puis tout ce que font les médias pour faire passer leurs clients. C'est entendu à la radio, attention, monsieur Campion. Avec tous leurs clients en ce moment qu'ils essayent de propulser dans la tête, dans le cerveau du troupeau de moutons dont nous faisons partie, parce que voilà comment je vois, moi, tous ces médias et tous ces gens qui vous balancent des clients sans parler de programme, on vous dit que lui il est plus beau, et ainsi de suite. Vous voyez, Griveaux il était beau, d'un seul coup il est plus beau. Vous voyez, donc c'est quand même eux qui les fabriquent ou qui les font disparaître. Il est beau pour d'autres personnes peut-être. Alors monsieur Campion, votre première grande décision. Ma première grande décision, on ouvre les berges déjà immédiatement en semaine, on ouvre les tunnels et on vire tous ces faux travaux qu'il y a dans Paris déjà pour désengorger tout ce système. Comment vous arrêtez des travaux en place? Mais il y a des travaux qui servent à rien. Regardez, vous passez le long de la rue de Rivoli, là. Vous avez des barrières depuis à peu près 2 ans. Il n'y a rien dedans. Il y a des panneaux, des bouts de bois, des machins. Il n'y a rien. Des travaux comme ça, je peux vous en citer plus de la moitié. Sur les 8300 chantiers, il y en a plus de la moitié qui servent à rien. Faut déjà les enlever tout de suite. Ça a été mis pour, justement, engorger la ville pour éviter les voitures. Voilà le procédé de Madame Hidalgo qui dit, il y a moins de voitures. Forcément, ils les emmerdent tellement que, entre le ramassage qu'ils font les contraventions et puis en même temps, prendre la place des voitures, il se peut qu'il y en ait un peu moins, mais dans d'autres quartiers, il y en a beaucoup plus. Donc ça emmerde tout le monde et tout le monde le sait. D'ailleurs, vous verrez cette semaine un sondage qui est pas mal fait. Qui est pas mal fait. Vous verrez parce que c'est pas moi. Il sortira mardi. D'accord. On prend note mardi. Et à propos d'un problème aussi récurrent à Paris, le problème des logements, les marchands de sommeil, le problème des logements inoccupés. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus?
Alors écoutez, déjà je propose qu'on voit clair dans l'histoire. C'est parce que la ville, elle gère 150 000 logements. Je ne sais pas si vous le savez. 150 000 logements qui ont été réadaptés dans une société qui s'appelle Paris Habitat, dont la ville a les commandes. Il faut savoir que ces logements, normalement, devraient être des logements sociaux. Mais il faut savoir aussi que la maire de Paris, par un tour de passe-passe, a préempté pas mal de logements, pas mal de loyers de logement pour se faire de la trésorerie avec un accord de l'État. Ça, il paraît que c'est un beau petit tour de passe-passe pour rentrer quelques centaines de millions dans la caisse. Mais en même temps, le logement social a augmenté. Donc, il faut regarder tout ça de près pour remettre ça à niveau. Et puis, si Paris a de l'argent, si on arrive, parce qu'attention, vous regardez tous les candidats en ce moment, ils font des promesses mirabolantes, mais avec quel argent? Vous avez vu, Griveaux, il voulait donner 100 000 euros à tous les gens qui voulaient acheter un appartement. Donc, il voulait déplacer la Gare de l'Est, surtout. Oui, attendez, il aurait donné 100 000 euros à 50 000 jeunes, il fallait 5 milliards. Vous croyez que lui, il aurait donné 1 euro de sa poche? Lui, il aurait rien donné du tout. Lui, ça lui coûte rien de faire des promesses comme tous. Donc ça, c'est pas possible. Déplacer la Gare de l'Est, il savait très bien qu'il mettait encore un coup d'un... C'est de l'arnaque, sous ces gens-là. Bon, il a vu plus tard qu'il avait fait une connerie, donc il a arrêté un peu. Madame Buzyn l'arrête tout de suite. Mais ils vous font des promesses. Les promesses, ça sert à rien. Il faut déjà compter. Il faut savoir compter. Le budget de la ville, il est de 10 milliards. Il faut pas faire de dépenses supplémentaires. En ce moment, avec les dépenses et la faillite qu'a fait Madame Hidalgo, il y a un prélèvement juste pour les intérêts pour les banques de 300 à 400 millions par année sur le budget. Les banques se régalent avec des gens comme ça, ils marchent tous ensemble, ils peuvent faire des... Alors ils disent c'est des dettes, d'accord, mais on paye des intérêts, mais c'est le Parisien qui paye des intérêts, c'est pas elle. Vous vous rendez compte qu'à ce moment, ils vous annoncent une dette qui est de plus de 3 000 euros par personne. Ouais. Mais un foyer de 4 personnes, ça fera 12 000 euros, vous croyez qu'ils vont les payer, les Parisiens? Donc c'est une ville en faillite qu'on nous présente, et elle veut faire un deuxième mandat pour faire la même chose. Et qu'est-ce qu'elle a construit en attendant? Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, dans ce que je présente, c'est... Il n'y a pas de dépenses. Il n'y a pas de dépenses. On régule simplement le budget et on met tout le monde au boulot et on ne fait pas de dépenses supplémentaires. Question d'Abdestamitash pour monsieur Marcel Campion et Karim Britel. Alors, en fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est, j'ai bien compris que vous offriez le bonnet d'âne à Hidalgo. Donc, il n'y a pas d'accord possible au deuxième tour. Mais quand avec Hidalgo? Oui, oui. Non, il faut la foutre dehors. Faut que les Parisiens la mettent dehors, celle-là. Donc, vous confirmez bien mon propos. Mais est-ce que vous pensez qu'un accord est possible avec le deuxième arrivant, peut-être Rachida Dati? Pourquoi pas s'ils viennent sur notre programme? Mais s'ils viennent sur notre programme, pourquoi pas? Nous, on a un programme de bon sens. Mais si elle est devant, c'est que les Parisiens ont choisi son programme. Ce que je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir consensus? Non, mais attendez, pour l'instant, moi, j'aimerais bien les connaître, les programmes. On les connaît pas, à part le mien. J'essaye de lire tous les jours ce qu'ils font. C'est de l'arnaque qu'ils font pour l'instant. Ils mettent les personnes, les médias mettent les personnes devant, sans arrêt, en parlant de leur vie de famille, en parlant qu'ils habitent Paris, mais on s'en fout de tout ça. Il n'y a pas que qui habitent Paris, il faut savoir leur programme. Quand je connaîtrai leur programme, on prendra une position. Est-ce que vous êtes Dati compatible? Pour l'instant, non. Je voudrais qu'elle m'explique avant pourquoi pendant tout le projet... Je vous demande pas si c'est envisagé, je vous demande si c'est envisageable. Si elle vient dans notre programme, pourquoi pas? D'accord. Bien sûr. J'avais une autre petite question concernant les SDF. Alors moi j'ai fait partie des élus qui ont passé la nuit dehors avec les SDF sur Paris. Vous avez peut-être suivi l'actualité il y a de ça 2 ans. Demain vous êtes maire. Qu'est-ce que vous faites justement pour ces personnes qui vivent dans la précarité et qui meurent de cette pauvreté? Alors déjà, il y a des choses à faire. Vous savez que l'État et la ville de Paris est quand même propriétaire de grands établissements sur Paris. Vous avez quand même près de 200 chapelles, des sites, des cathédrales, et les gens vont plus à la messe. Alors, tous les endroits qui sont libres, là, il n'y aurait pas quelque chose à voir pour mettre un peu de gens dans tout ça? Parce que ces gens-là qui prêchent pour l'être humain, il serait pas mal de s'en occuper. Donc, moi, je suis pas ni anti-religieux, ni rien du tout. Mais quand vous voyez ces espaces, et qui appartiennent en plus à l'État et à la ville, bon, il faut faire des réquisitions, tout simplement, puis mettre les gens à l'abri. Ouais. Tariq Mabi. Monsieur Campion, vous êtes aujourd'hui sur France Maghreb 2, et nous sommes heureux de vous recevoir, mais vous nous dites que vous n'avez pas accès aux médias, notamment les fameux grands médias. Comment faire pendant une campagne pour que les citoyens, les Parisiens arrivent à vous détecter, entre guillemets, pour voter, sans que vous passiez par ces médias qui... c'est extrêmement difficile. Alors, ce qu'on fait, regardez, le 3 octobre, on l'a annoncé avec du bouche à oreille, on a fait un meeting Place de la République. Place de la République, la campagne commençait, on avait quand même 1 millier de personnes. Pas une ligne dans un journal, pas une télévision pour le dire, mais il y avait quand même 1000 personnes. On a les photos de tout ça. Et par la suite, j'ai entendu parler qu'il y avait eu personne à notre meeting.
meeting. 2 jours plus tard, vous aviez monsieur Villani qui faisait une petite réunion dans un café. Il y avait 80 personnes et il y avait 350 journalistes. Vous pensez pas que les coûts sont montés? Donc nous, la question est bonne. Comment on fait? Écoutez, on essaye de faire du porte-à-porte, on essaye de regarder les gens, de discuter avec eux, de faire des meetings. Karim a fait déjà plusieurs meetings, on en fait à peu près 2 par semaine. J'essaye de faire des radios comme les vôtres, si vous voulez, ça nous intéresse parce qu'au moins quelques messages arrivent à passer. Mais les grands médias nationaux ont décidé que ça soit une omerta sur nous. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il peut y avoir un changement compte tenu de ce sondage IFOP qui va sortir. Vous nous parlez souvent de ce sondage. On pourrait avoir un petit extrait, un petit sentiment pour les éditeurs de France Maghreb 2 qui vous écoutent aujourd'hui. C'est une bonne quinzaine de villes en France, hein, mais les Parisiens aussi. Alors si vous voulez, oui, dans ce que j'ai pu voir, c'est que le programme que nous présentons, notre programme, c'est exactement ce que les Parisiens veulent. Donc vous verrez, dans notre programme, nous sommes les seuls, vous verrez les statistiques qui dépassent des 60% sur notre programme. Là, vous êtes en train de nous faire des teasings pour nous obliger à vous recevoir une deuxième fois avec le résultat. Non, vous verrez bien, vous verrez, mais le résultat, c'est l'IFOP qui va le faire paraître, et puis voilà, tout le monde l'aura. Mais il y a quand même, et puis vous verrez les intentions de vote aussi, vous verrez ma notoriété, parce que moi, il m'a été dit que j'avais aucune notoriété, et vous verrez que je dépasse une bonne quantité de candidats au niveau de la notoriété. Ce que je savais moi, mais ce que les journalistes ne savent pas, d'après eux. Mais avec l'IFOP, ils vont peut-être le reconnaître. Et du moment que la notoriété doit vous donner la parole, je pense qu'ils auront après l'obligation de me la donner. Vous comptez saisir le CSA? Comment? Vous comptez saisir le CSA pour pouvoir... Je les ai saisis déjà, je les ai saisis. Le CSA saisi, pour l'instant, nous a répondu avec des critères. Ouais. Alors justement, si leurs critères sont bons, avec l'IFOP, il va falloir qu'ils l'appliquent. Karim Britel, vous êtes, je vous connais moi à titre personnel depuis longtemps, vous êtes toujours refusé à faire de la politique. C'est le charme de monsieur Marcel Campion, c'est les idées, c'est ses batailles. Il vient de gagner aux tribunaux plein de procès alors qu'il a perdu l'exploitation de ce pourquoi il se battait. Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, en rencontrant Marcel, vous vous êtes dit, bon, cette fois, je tente quand même le coup. Comme j'ai expliqué, ce sont ses compétences, ses convictions et surtout la latitude qu'il nous donne à nous en tant que tête de liste. Aujourd'hui, par exemple, pour le 17e, ce que j'ai envie de faire, comme Marcel pour Paris, comme tous nos têtes de liste, nous sommes pour une grande majorité des Parisiens chefs d'entreprise en ce qui me concerne depuis plus de 26 ans. Parce que mes projets pour le 17e sont des projets de bon sens. Il n'y a pas de folie pour faire le buzz. Nous écoutons et répondons aux besoins des citoyens. Et je pense que les Français, de façon générale, en ont marre des petites têtes calibrées pour la politique. Karim, 2 questions, mais 5 secondes la réponse. Oui. Il y a combien de candidats dans le 17e? Combien de candidats? 4. Et qu'est-ce qui fait, vous avez donc vos 30 secondes pour faire que l'auditeur de France Maghreb 2 qui habite dans le 17e et dit j'ai entendu Karim Britel sur France Maghreb 2, ce qu'il a dit m'a convaincu, je vote pour lui. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est ce que je viens de dire. Nous écoutons et répondons aux besoins des citoyens et je pense que les Français, de façon générale, en ont marre, comme j'ai dit, des têtes calibrées pour la politique et qui arrivent avec des programmes tout préfabriqués et formatés et qu'ils essaient d'adapter sans écouter ce que veulent les Parisiens. Très bien. Marcel Campion, la dernière minute pour nous dire et vous adresser aux Parisiennes et Parisiens qui vous écoutent maintenant pour nous dire pourquoi il faut voter pour les listes Libérons Paris le 15 mars prochain. À vous de jouer. Déjà, tout de suite, c'est dire que je suis le seul candidat en opposition avec le système actuel. Le seul. Les autres qui se disent opposants vont avoir le même programme. Et j'aimerais bien qu'on parle, si vous voulez, de cette histoire d'écologie que tout le monde est en train de brandir avec le drapeau. Tout le monde est écologiste. Eh ben, il faut savoir, regardez, un livre qu'a sorti monsieur Gérondeau, qui a quand même été pendant plusieurs années le monsieur sécurité de la France et qui dit à Paris, l'air est pur. Avec des sujets, avec des expertises, avec ce qu'il faut de Air Paris. Donc, on est en train de nous trimballer dans une histoire, il faut sauver la planète, on va sauver Paris. Les gosses, à l'école, à 5 ans, on leur dit que vous allez sauver la planète. Mais regardez les arnaqueurs. Vous avez madame Hidalgo qui dit, on va mettre des arbres sur la place de la Concorde, on va mettre des arbres à l'Élysée, on va mettre des arbres partout. Parce qu'il faut des arbres. Seulement, pourquoi elle a donné 25 hectares à monsieur Bernard Arnault privatisé du bois de Boulogne et que lui, il a coupé tous les arbres pour se faire un jardin pour lui?
Donc pourquoi elle a privatisé 25 hectares du bois de Boulogne qui appartenaient aux Parisiens pour les donner aux riches? Merci. Et les riches lui donnent le journal. Merci Marcel Campion, merci Karim Britel. Libérons Paris, c'est le mouvement que vous conduisez pour la mairie de Paris. Et le livre Le Paris du bon sens chez Édition Mareuil. Merci beaucoup, à très vite. Dans un instant le quiz. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Quel personnage quand même ce Marcel Campion, incroyable hein. Hein, franchement. Il est authentique. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que voilà, il est authentique effectivement et après voilà, ça se discute sur le programme machin. Bon, il suffit de lire le programme hein, bien sûr, le Paris du bon sens aux éditions voilà, il est là d'ailleurs le livre. Ouais, il est là. Il est là, voilà. Je t'ai fait dédicacer un livre cher Abdeslam hein. J'ai vu ça. J'adore c'est bien. faire dédicacer Voilà. des livres. Voilà. Bon. Je les lis et je les garde. Bon, en tous les cas, le mouvement s'appelle Libérons Paris, hein, et non pas la France comme j'ai dit tout à l'heure. Ah bah j'ai une petite carte, dites donc. Ouais. Voilà, elle est là, la petite carte. Voilà, pour un tour de manège. Pour un tour de manège gratuit. Voilà, c'est pas mal. Hein, d'autant plus que la foire du trône approche à grands pas là. Hein. Je sais que ça va être bientôt là. Ouais. Fin mars, voilà. Alors, dis-moi Abdeslam, pourquoi tu veux plus jouer au quiz? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe? Quand je gagne, on en parle ensemble. Non, mais quand je gagne, j'aime bien qu'on me comptabilise mes points. Voilà. Ne t'inquiète pas, je vais y veiller personnellement. D'accord. Voilà, d'accord. Monsieur Mamie. Bonjour Christophe. Bonjour Monsieur Mamie. C'était une belle émission, hein, dis donc, avec le Campion. Non mais c'est un personnage authentique. Oui, c'est un homme à découvrir parce que dire qu'il n'accède pas aux médias et tout ça, vous savez, nous, on a un défaut, c'est qu'on est très égalitariste. On a les défauts de nos qualités. Voilà, on est égalitariste et on voudrait que tout le monde puisse disposer des mêmes moyens. C'est-à-dire, vous pouvez pas jouer un match de foot avec une équipe à 11 contre une équipe à 3. Pareil que c'est scandaleux d'entendre, vous n'avez pas la notoriété des autres candidats et vous avez moins de temps de parole. Ouais. Enfin, sur un principe égalitaire, c'est juste inacceptable. Mais comment voulez-vous qu'il ait de la notoriété si en fait, on garde ce qu'on a. C'est le système royal. On garde les fils du roi et les fils de. Mais comme à la présidentielle, lorsqu'il y avait eu les primaires, on avait décidé d'un débat à 4. Mais c'est priver les Français du choix. Je suis désolé. C'est vraiment le quiz. Le quiz. Bon, j'ai parlé de Jean Daniel, donc normalement je suis à jour de toute l'actualité. Ouais, bah, d'ailleurs, il y avait une question à la base sur Jean Daniel et quand j'ai appris que vous faisiez un hommage à Jean Daniel, je l'ai évidemment retiré. Le point est pour moi. Non, le point est pour moi. Donc j'ai un point d'acquis. Personne. Voilà. Philippe, rajoute un point. Première question. Quelle rappeuse vient d'ouvrir son agence de voyage pour les musulmans? Et effectivement, Diams qui vient d'ouvrir son agence de voyage, messieurs dames, elle a mis du temps. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Ça y est, vous pouvez venir à Médine faire votre Ramadan aussi à la Mecque. Mais je croyais qu'elle avait quitté l'Arabie Saoudite, qu'elle est rentrée. Non, elle y est encore apparemment. Elle vit à Médine, toujours. Moi, j'ai entendu dire qu'elle a quitté pour revenir en France. Quoi qu'il en soit, elle a monté et donc mis en place son agence de voyage. Donc voilà. Tous ceux, toutes celles qui veulent aller à Médine ou à la Mecque. 1.0 pour M. Abdeslam qui voulait pas jouer. Absolument. Mais vous m'avez tordu le bras pour que je joue. Oui. Alors, Philippe écoute. Alors, oui, il écoute. Non, il écoute pas les réunions. Combien de Français sont arrivés ce matin de Chine en Normandie? Alors, j'ai entendu, mais j'ai pas retenu. Combien? 315. Non, beaucoup moins. Alors, 220? Non, beaucoup moins. 100. 14. Plus. 22. Plus que 22. 26. Plus que 26. 24. 32. 30. Moins de 30. 28. 28, c'est lui, c'est Tarek. J'ai entendu le chiffre, mais alors d'habitude ils arrivent vers Marseille, tout ça là. Non, c'était aujourd'hui en Normandie. En Normandie, c'est ça. Mais vous avez raison, moi j'ai entendu 28, mais j'ai retenu 300. Ah oui, 300 ça fait beaucoup. Non, mais pourquoi 300? Je me suis dit, ils ont été chercher un avion, quoi. Vous avez regardé un film hier qui était 300. Troisième question. La vidéo spectaculaire de l'arrestation de Pavansky, ce russe artiste, a été diffusée sur quelle chaîne de télé? CNews notamment. Avec les menottes. La vidéo intégrale de l'arrestation de Pavansky. RT France? Non, du tout. BFM? Non, chaîne publique. France 2? Non. France 3? Non. Il n'y a pas de France 5? France 5. Ouais, dans l'émission, c'est à vous. Oh, moi, ça, c'est plus des questions, ça. Comment ça? C'est comme 28. Non, mais c'est ça, même 28, c'est pas. Ça, c'est deux trucs. France 5. Oui, mais c'était l'émission du soir. Oui, c'était totalement. Mais c'était évident, Tarek, quand même. Non, c'est pas évident. Évident, c'est France 2, service public. 2-1. Quel grand. D'ailleurs, France 5, je sais pas d'où, dans quel plan atelier, mais bon.
Allez, France 5, allez à 5. France Télévisions. C'est Elisabeth Lemoine qui présente cette émission. Voilà. Avec Patrick. Voilà. Avec les mecs installés pour être méchants, avec des gens qui sont entre eux. Patrick Cohen, l'ancien de Canal. Ça veut dire que c'est des copains entre eux et ils se payent et c'est nous qui payons. Oui, il y a pire que ça. Ouais. Quatrième question. Quel grand avocat a déclaré les réseaux sociaux sont devenus une poubelle? Non, pas Goldanel, c'est lui qui fait acquitter tout le monde, le gros acquittator. Attendez, de son vrai nom. Ma question. Oui. Il a déclaré que les réseaux sociaux sont une poubelle à ciel ouvert. Oui. Qui sont frustrés haineux, c'est Acquittator. Toujours annonce, toujours l'avocat du maire de Levallois. Non, c'est l'Acquittator. L'ancien avocat de. Oui, c'est Acquittator. Oui, c'est. J'ai oublié son nom, mais c'est Acquittator. Son nom sur le bout. Oui, mais moi il me faut le nom, moi. Ah, mais Acquittator. Tu verras. Non, c'est pas Acquittator. C'est hier, je l'ai vu sur, je crois, CNews ou ces trucs. Eric Dupond. Là, j'ai dit Dupont. J'ai dit Dupont. J'ai dit Dupont-Moretti. Acquittator Dupont. Ah non, arrêtez de tricher, Abdesalam. C'est pour ça que vous ne voulez pas jouer. Acquittator Dupont. Dupont-Moretti. Eric, bon, vous dire faire ce que vous voulez faire. Tarek, Dupont, il a dit Dupont. Dupont-Moretti, c'est bon. Allez, ça nous fait combien là? Égalité? Non. Tout va se jouer dans cette question. 2-2. Bah oui, c'est 3-2. Ah non, 2-2, Tarek. Ah, vous savez ce qu'il fait, Christophe? Je fais des bâtons. Il fait comme les joueurs de trucs dans le sable du pays là-bas. Dernière question pour vous départager. Quelle candidate qu'est-ce qu'elle a? Oui, c'est là. Quelle candidate a dévoilé ses priorités des 100 propositions pour les 100 premiers jours, si elle est élue à la mairie de Paris? Agnès? Non. Agnès, c'est une bonne réponse. Buzyn. Agnès Buzyn. Et encore une fois, c'est au hasard, c'est par la logique. Ouais. C'est pas une information. Elle a diffusé et elle va se. Abdesalam aujourd'hui. Elle est candidate depuis quelques jours et elle fait déjà des propositions. Pour les 100 premiers jours. C'est 3-2. Abdesalam qui voulait pas. Mais c'était les propositions de Griveaux, donc votre réponse n'est pas bonne. Abdesalam qui voulait pas jouer perd 3-2. Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est une belle défaite. Depuis qu'il a perdu les éphémérides. C'est un peu comme Paris. Le match retour, tu vas le faire. Match retour, tu le prendras. Il n'y a pas de souci. Bon, merci en tout cas, messieurs. Ce fut une belle émission encore une fois aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Passez d'ici là. Et qui on reçoit la semaine prochaine comme candidat? Alors, de mémoire, de mémoire, on sera à Bondy, on sera à Bonneuil, on sera à Champigny, on sera dans plein d'endroits. Et Marseille, c'est la semaine prochaine? Marseille, c'est la semaine d'après. Voilà. Bah oui, ça approche à grands pas et c'est la dernière semaine des chroniqueurs candidats avant qu'ils soient mis au silence et ils passeront en tant que candidats. Pour le même temps de parole, vous avez vu qu'on a respecté scrupuleusement 20 minutes par candidat. Et on a pris un candidat par ville. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent par la suite. Moi, je voudrais passer dans ces un candidat par ville. Voilà ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne font pas la démarche. Oui, et une fois comme si, et dès qu'ils entendent le truc, tout d'un coup, voilà, c'est ça. Moi aussi. Dans un instant, Medjahed, on va changer. C'est pas la même chose au niveau politique. Medjahed jusqu'à 20h. Parler islam, il sera là, Samir Islam ou pas? C'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Mais bon. Il sera là peut-être. Bon, bah peut-être. Vous le saurez à 20h, quoi qu'il en soit. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, c'est l'heure du journal. Bonsoir. Bonjour à tous. C'est un véritable fléau, tout petit en taille, mais un vrai cauchemar quand il décide de s'installer chez vous. J'ai nommé la punaise de lit. Le gouvernement lance un plan de lutte aujourd'hui contre l'insecte. Plus de 4000 animaux en route pour le salon de l'agriculture qui s'ouvre demain à Paris. Une année marquée par l'inquiétude des agriculteurs. Emmanuel Macron a tenté de les rassurer hier sur la question du glyphosate. Et puis comment lutter contre les violences sexuelles dans le sport. La ministre Roxana Maracineanu s'empare du sujet autour d'une convention nationale. Le phénomène a explosé ces 5 dernières années. Le ministère du Logement lance aujourd'hui un plan pour mieux lutter contre les punaises de lit. Un véritable fléau pour les foyers les plus infectés. Il y a 2 ans, plus de 400 000 logements et hôtels ont été traités contre ces petits insectes. Arthur Lemahout. Oui, et encore une fois, le gouvernement veut prendre le problème à bras-le-corps. Cette nouvelle campagne alerte sur les gestes de précaution pour limiter la propagation de ce nuisible. Par exemple, le contrôle de ses effets personnels lorsque l'on rentre de voyage ou encore le nettoyage des meubles achetés d'occasion, car les punaises de lit se retrouvent facilement dans la literie, draps, matelas et dans les vieilles armoires. Leurs piqûres peuvent causer des démangeaisons, voire des infections.
Autre objectif pour le gouvernement, briser les tabous autour des punaises de lit, car non, ce parasite n'attaque pas uniquement les logements insalubres. Enfin, le ministère du Logement compte demander aux professionnels du nettoyage de se structurer avec une formation à la clé. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur la plateforme stoppunaise.gouv.fr ou par téléphone au 0806 706 806. Branville se prépare à recevoir une trentaine de rapatriés français. Leur avion a décollé tôt ce matin de Wuhan, foyer de l'épidémie de coronavirus en Chine. Ils doivent atterrir aujourd'hui dans le Calvados pour rejoindre un centre de vacances. Ils y resteront 14 jours en quarantaine. Pour l'instant, aucun d'entre eux ne présente de symptômes du virus. C'est le 4e vol de rapatriement en France depuis le début de l'épidémie qui a déjà fait plus de 2200 morts en Chine. Et quelles répercussions du coronavirus chez nous sur l'économie française? Le ministre Bruno Le Maire reçoit à Bercy les représentants des filières impactées, des transports à l'agroalimentaire en passant par les secteurs de la santé ou du bois. J-1 avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous devenu incontournable pour tous les professionnels du secteur, un secteur en crise et qui compte bien le faire savoir à Emmanuel Macron. Le chef de l'État, qui sera présent demain dans les allées du Salon, a déjà pris les devants en accordant un entretien à plusieurs titres de la presse régionale. Entretien dans lequel il évoque notamment l'épineuse question de l'interdiction du glyphosate. Mathieu Bellissario. Oui, cette fois c'est confirmé. L'objectif d'interdire le glyphosate dans l'agriculture française en 2021 ne sera pas tenable selon le chef de l'État. Des études vont donc être lancées pour tenter de trouver des alternatives à ce pesticide controversé, mais sans précision sur le calendrier. Autre sujet abordé, l'agribashing. Aucune violence à l'encontre des agriculteurs ne sera tolérée, a prévenu Emmanuel Macron. Enfin, dernier point évoqué, la loi agriculture et alimentation. Elle doit réguler, on le rappelle, les prix entre grandes distributions et agriculteurs. Une loi qui commence à porter ses fruits selon le chef de l'État, même si tous les acteurs ne jouent pas le jeu. Résultat, 4 millions d'euros d'amende ont été prononcés contre les distributeurs pour non-respect des règles. Dans le reste de l'actualité, il affirme avoir volé les vidéos intimes de Benjamin Griveaux dans l'ordinateur de sa compagne, Alexandra Detadeo. Piotr Pawlenski a accordé une interview à CNN ce matin au sujet de sa mise en examen. L'activiste russe affirme aussi qu'il n'a pas prévenu sa compagne et qu'il ne l'a prévenu qu'une fois les vidéos et photos publiées sur Internet. Dans cette affaire, il est placé sous contrôle judiciaire. Moins d'un mois après le scandale autour de l'affaire Sarah Abitbol, ces révélations d'agression sexuelle sur la patineuse, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lance aujourd'hui une convention nationale pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport. Elle doit annoncer des mesures pour Muriel Boucher-Zazoui, entraîneuse de patinage à Lyon et ancienne championne. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est protéger les enfants. J'attends avant tout qu'il y ait quelque chose vraiment qui les protège. Quand ils vont dans un centre d'entraînement, que tous ceux qui vont les entraîner aient un casier parfaitement vierge, n'aient absolument pas eu de problème avant avec des enfants, qu'il y ait vraiment une confiance quand les parents nous donnent des petits, qu'ils soient sûrs que tout le staff d'entraînement soit absolument très très propre. Et cette vigilance fait partie des pistes avancées par la ministre ainsi que des mesures pour améliorer la prise en charge par la justice. L'audience de Carlos Ghosn, finalement reportée, l'ancien PDG devait faire face à Renault par avocat interposé devant les prud'hommes pour réclamer une indemnité de départ à la retraite estimée à 250 000 €. Son audience est renvoyée au 17 avril. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir, 26e journée avec 2 matchs avancés. Nice-Brest à 19h, Metz-Lyon à 20h45. Belle journée.